Bonjour ou bonsoir, chers amis. Merci pour les quelques minutes que vous allez consacrer à regarder cette vidéo. Moi, c'est votre serviteur Clyde Saloumou Charadi. Je suis très content de vous savoir encore un peu plus nombreux à nous suivre. Je voudrais d'abord commencer par remercier ceux-là qui se sont abonnés depuis notre dernière édition. On vous dit merci pour avoir pris le temps de vous abonner. Merci aussi pour ceux-là qui commentent nos vidéos et qui nous posent des questions. Nous encourageons une sorte d'interaction entre nous et vous qui suivez, que ce soit des commentaires positifs ou même des critiques. C'est dans la critique qu'on peut éventuellement se refonder et faire mieux. Alors nous nous disons merci. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, très important. Mais avant d'aller dans les détails, d'abord notre générique. Voilà, merci beaucoup. Comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Et cette chose, c'est quoi? C'est le sujet que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Et je vais commencer toute une série d'émissions sur ces sujets très importants. Ce sujet est celui qui parle de la civilisation africaine 2.0. Si je dis civilisation africaine, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Plusieurs personnes, moi y compris, africains, lorsque nous parlons civilisation, souvent, c'est un mot qui nous ramène dans les passés, où on parle de la civilisation égyptienne, mésopotamienne, civilisation grecque, romaine, civilisation chinoise, bref, des choses qui, évidemment, nous les avons étudiées, mais dans un contexte qui nous concerne, nous, on ne nous imagine pas dans une civilisation contemporaine africaine. Pourquoi? Parce que, évidemment, notre situation, nous, Africains, est quand même très différente de ce que nous voudrions, en tout cas, voir ou être. Et je pense qu'il est important pour nous de ne pas simplement parler de la civilisation dans le passé, nous devons parler de la civilisation dans le présent et le futur. Cheikh Anta Diop, que vous connaissez, a voulu démontrer que la civilisation égyptienne était foncièrement noire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je vais d'ailleurs vous faire passer un élément sur Cheikh Anta Diop. Après Cheikh Anta Diop, il y a eu des personnes comme le professeur Kalala Omotunde qui venait de nous quitter il y a quelques années, qui a aussi fait beaucoup de travail et beaucoup de publications sur la connaissance nègre, la connaissance égyptienne qui, selon lui et selon les études, on dirait, évidemment, moi je ne suis pas un spécialiste d'égyptologie, mais si vous suivez ce que le professeur Omotunde dit, c'est pour renforcer en tout cas le message de Cheikh Anta Diop qui nous parle d'une civilisation nègre et qui nous montre que nous, Africains, bien qu'aujourd'hui nous sommes un peu à la traîne sur le plan international comme continent, mais nous avons eu un passé glorieux. Et il n'y a pas longtemps, Nicolas Sarkozy avait déclaré quelque chose qui a fait fâcher beaucoup d'Africains. Je vais d'ailleurs vous passer cela et puis je vous reviens. Donnez-moi une seconde et on va revenir parce que c'est quand même très important ce que Nicolas Sarkozy avait dit et
on va essayer d'analyser ça ensemble pour voir comment cela peut influer sur ce que nous sommes en train de communiquer aujourd'hui. Alors, j'ai un petit souci de... Voilà, je crois que ça va maintenant. On va aller là-bas. Et voilà. Nicolas Sarkozy, il est là. Et puis, on va jouer. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Voilà. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain À un mois de son n'est pas anniversaire, le assez président entré américain dans l'histoire. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy veut dire? Il veut dire simplement que nous n'avons pas trop contribué à la civilisation humaine dans l'histoire. Ce qui est complètement faux parce que, comme je venais de vous le dire, si vous analysez les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, si vous analysez les études et les publications faites par le professeur Kalala Omotunde, vous vous rencontrez que beaucoup de choses qui ont été attribuées aux Grecs sont venues de l'Égypte antique. On va même d'ailleurs aussi voir ce que le professeur Cheikh Anta Diop a dit. Je vais vous le passer dans un instant. Comme ça vous donne un peu plus de contexte. Voilà, nous allons pour Cheikh Anta Diop. Les savants d'il y a 150 ans savaient très bien que l'Égypte était une civilisation nègre, et ils ont falsifié sciemment l'histoire. Il était impossible de dire que c'est cette Afrique, mère de la civilisation, que l'on va coloniser. Faux, rétorque l'égyptologue. Voilà. Ça, c'était un petit élément pour dire que toute la déclaration de Cheikh Anta Diop, je vais sciemment mettre l'histoire. ça Il était en... impossible de dire que c'est cette Afrique, mère Attendez. de la civilisation, que l'on va coloniser. Voilà, je vais vous la laisser un peu sur cet écran pour que vous puissiez comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Il dit, les savants d'il y a 150 ans savaient très bien que l'Égypte était une civilisation nègre. Ils ont falsifié sciemment l'histoire. Il était impossible de dire que cette Afrique, mère de la civilisation, que l'on a colonisée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis tous ces éléments? C'est pour vous donner une idée, planter les décors sur la nécessité pour nous, Africains, aujourd'hui, de parler d'une civilisation, d'une nouvelle civilisation. Moi, j'appelle ça civilisation 2.0. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais tout simplement dire qu'il y a déjà la civilisation africaine, la renaissance de l'Afrique qui est en marche. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense que après la Chine, qui aujourd'hui est en train de damer les pions des États-Unis, vous avez eu l'Occident pendant très longtemps, cette civilisation occidentale qui a commencé par les Grecs, les Romains, les Anglais, les États-Unis, et aujourd'hui, ce sont les Chinois qui sont en train de dominer. Ils vont prendre la première place du monde, ça c'est sûr, et c'est déjà presque fait. Et après, ça sera l'Afrique. Et si vous voyez ce qui est en train de se passer, je vais essayer de vous démontrer un petit peu et puis voir qu'est-ce que nous, Africains, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour permettre cette renaissance de se manifester. Parce que c'est nous, les Africains, nous, les hommes de l'Afrique noire, qui avons cette responsabilité de remettre notre présence dans l'histoire de manière forte, de manière constructive. Et si nous ne le faisons pas, c'est un problème. Le fait qu'aujourd'hui, nous avons des technologies avancées, vous avez d'ailleurs le dernier film Black Panther qui est très populaire jusqu'à aujourd'hui et qui a donné une certaine image de l'Afrique, de ce que l'Afrique peut être. Et dans cet imaginaire, il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir parce que ça peut donner un rêve à la jeunesse africaine. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui,
dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est comme si nous, Africains, nous sommes un petit peu distraits parce que nous parlons trop, soit politique, soit religion, soit divertissement, et soit de beaucoup de choses, mais très peu de ce qui est nécessaire pour le redécollage de nos pays et le redécollage de notre continent. Et cette émission Civilisation africaine 2.0, qui sera une série d'émissions, va essayer d'encadrer une certaine manière de penser et d'encourager les Africains que nous sommes partout où nous nous trouvons, les Afro-descendants partout où nous nous trouvons, d'essayer de prendre conscience des défis qui sont les nôtres et comment nous pouvons surmonter ces défis pour initier un mouvement, une dynamique qui va vers le redécollage de l'Afrique. Et j'annonce déjà aussi que ce redécollage de l'Afrique partira du Congo. Oui, Congo démocratique. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez que Franck Fanon, et je vais vous le montrer, Franck Fanon, il y a beaucoup de personnes peut-être qui n'ont jamais vu Franck Fanon. Donnez-moi quelques instants. On a une petite vidéo de Franck Fanon. Comme ça, vous avez une idée de ce qu'il ressemblait. Attendez, share screen. Voilà. Vous allez voir au début de cette vidéo. Voilà, ça, celui-là, c'est Franck Fanon. On les cite beaucoup. Et je vais vous mettre un gros plan. On les cite beaucoup, surtout sur le cas du Congo. Qui était Franck Fanon? C'était un Martiniquais qui avait beaucoup travaillé, a défendu la cause des colonisés, surtout en Algérie, mais il a aussi parlé de l'Afrique. Il a même été au Congo avec Lumumba et il a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo. Alors, vous pouvez penser peut-être que ça, c'était juste une simple déclaration, mais je crois même que c'est une prophétie. Une prophétie pour dire que si l'Afrique est un revolver, ça représente la puissance. L'arme a une certaine puissance. Nous, Africains, avons été colonisés principalement parce que les Européens sont venus sur nos terres avec des armes à feu et ils nous ont imposé des choses que nous n'avons pas voulu parce qu'ils avaient la puissance de l'arme. Donc, l'Afrique a la forme d'un revolver, l'Afrique a une puissance, mais pour que cette arme serve, il faut tirer la gâchette, et la gâchette, c'est au Congo. Ce n'est pas un hasard que le Congo a autant de ressources minières, autant de ressources naturelles. Ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a un destin que le Congo a. Bien qu'aujourd'hui, le Congo est vraiment, vraiment au bout du gouffre, nous sommes même humiliés par des petits pays comme le Rwanda. Tout ça a un sens un peu, je dirais, spirituel, un peu métaphysique. On ne peut pas, je ne veux pas aller trop là-dedans, juste pour vous dire que même si le Congo est par terre, cette situation fera en sorte que, vous savez, lorsque vous êtes par terre, que vous n'avez plus rien à perdre, quand vous vous réveillez, vous pouvez avoir un assaut qui est beaucoup plus fort que quand vous êtes descendu par terre. Et donc, lorsque le Congo va se réveiller, ça sera une très grande puissance qui va relier l'Afrique australe de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est et même de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Le Congo a tous les minéraux, presque tous les minéraux. Il a un fleuve majestueux, il a une forêt, la deuxième plus grande du monde. Donc, toutes ces ressources se réunissent au Congo. Ce n'est pas un hasard. C'est à partir du Congo que partira
cette deuxième civilisation africaine que j'appelle civilisation africaine 2.0. Mais je reviendrai sur le Congo. Je vais quand même évoluer un peu pour essayer de vous démontrer le fait que il y a besoin pour nous, Africains, de prendre conscience que non seulement au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la traîne sur le plan international. Cette situation a poussé des gens comme Nicolas Sarkozy à dire des choses, des bêtises pratiquement, que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ça devrait nous réveiller. Ça devrait nous susciter une nouvelle conscience. Et je pense que même ici, ceux qui me suivent, je dis dans cette émission, nous avons une mission qui est résumée dans l'acronyme CLÉ ou Cléo. Il y a les mots, la lettre C, la lettre L, la lettre E, et dernièrement, j'ai ajouté la lettre O pour dire que c'est d'abord une question de conscience. Nous, Africains, devons avoir une conscience qui nous permet de réaliser que nous avons un problème, mais nous avons aussi une opportunité de pouvoir nous réveiller, nous relever et avancer. Et ici, je vois déjà quelques signes qui s'annoncent. Vous avez, par exemple, des gens comme Kemi Seba qui parlent de la nécessité de combattre le néocolonialisme, de l'impérialisme pour que l'Afrique puisse être à mesure de se prendre en charge. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ici, je salue ce jeune homme qui fait beaucoup de travail pour réveiller la conscience des Africains, parce que la conscience est très importante pour commencer une nouvelle civilisation. Deuxièmement, vous avez aussi des gens comme Alain Foka avec son organisation Mansa, qui essaie aussi de réveiller la conscience des Africains pour principalement se focaliser sur le besoin de créer de la prospérité, parce que nous avons tous les atouts qui peuvent nous permettre de créer de la prospérité et de ne pas rester pauvres et en train de pratiquement bégayer sur la scène internationale pour que le FMI ou la Banque mondiale puissent nous donner des crédits afin de faire tourner nos administrations, nos pays. Et je sais que Mansa ne se limite pas simplement à cet aspect de la prospérité. Il y a toute cette entreprise de réveil de conscience sur plusieurs niveaux qui est très important. Et là, je pense que ce sont juste quelques signes pour vous démontrer qu'il y a une sorte de réveil au niveau continental en Afrique pour que nous puissions réaliser que nous devons nous prendre en charge. Et moi, je viens ajouter sur ces deux ou autres entreprises, autres projets qui ont été entrepris par plusieurs autres personnes pour dire que nous devons mettre tout ça dans un rêve. Vous savez, les Américains ont leur rêve. Le rêve américain qui est matérialiste, c'est celui d'avoir une maison dans les suburbs, une voiture, une vie décente. Et je pense que nous, Africains, nous avons aussi besoin d'un rêve parce que si vous voulez réaliser quelque chose, ça commence toujours par au niveau de la pensée, au niveau de la vision, de l'idéal. Et nous, notre vision, c'est que la jeunesse africaine, l'Afrique tout entière, puisse réaliser le fait que nous avons pratiquement un devoir patriotique, un devoir spirituel, un devoir envers nos ancêtres de rebâtir la civilisation africaine. Cela est possible si nous nous y mettons. Quand vous regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, parfois ça fait un peu mal. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit avant, il y a un risque que notre jeunesse puisse ne pas être à mesure de relever les défis qui est le nôtre et qui sera le nôtre dans ce 21e siècle où la technologie avance si rapidement, où les bouleversements divers sont en train de changer la donne au niveau international. Les divertissements avec les technologies numériques sont à la fois un atout, mais aussi un danger. Parce que si nous utilisons les technologies juste pour nous divertir et juste pour passer du temps parce qu'on n'a pas autre chose à faire,
Là, nous allons même encore être dans une situation pire que ce que nous sommes. L'Afrique risque d'aller même beaucoup plus dans le fond du gouffre. Mais si nous utilisons ces technologies pour nous éduquer, pour nous éclairer, pour nous équiper, intellectuellement parlant, philosophiquement parlant, nous éduquer dans les sciences, dans la technologie, dans les techniques de management, de gestion de projets, cela peut nous permettre de redécoller. Je prends l'exemple d'un pays comme le Congo, parce que je viens du Congo. Laissez-moi, donnez-moi un instant juste pour un petit peu pour ma soif. Vous avez au Congo, il y a beaucoup de choses qui se font. La situation du pays n'est pas nécessairement la bonne, mais quand vous analysez, par exemple, ce que les Congolais communiquent dans les affaires, en fait, dans les réseaux sociaux, et c'est pas simplement les Congolais, je suis sûr dans d'autres pays africains aussi, bien que je n'appartiens pas dans beaucoup de réseaux sociaux des Africains en général, sauf dans le cadre de l'Australie où je vis. Là, j'ai quand même un certain groupe, mais dans la majorité des groupes WhatsApp ou réseaux sociaux, Facebook, TikTok et tout le reste, c'est un peu limité. Mais quand vous analysez, vous trouvez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attention qui est portée sur la politique politicienne, sur la religion, sur les divertissements, et il y a très peu de choses, excusez-moi, qui sont communiquées sur l'éducation, sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, sur la science, sur la technologie, des choses qui peuvent nous aider à évoluer comme pays, comme nation, comme peuple. Et c'est là que je dis qu'il y a un danger parce que, vous savez, en Chine, comme vous et moi, vous pouvez, en fait, comme vous et moi, vous le saviez, TikTok que nous avons à l'extérieur n'est pas le même TikTok qu'il y a en Chine. Là, c'est plus connecté à l'éducation. Chez nous, on nous donne toutes les sortes de divertissements. Je ne sais pas si c'est à dessein, mais les Chinois ont réalisé que la technologie du numérique, c'est un atout très sérieux. Si cela est bien utilisé, ça peut aider à relever les quotients intellectuels des citoyens chinois et ça peut aider, évidemment, à donner une certaine avance sur l'éducation, la science ou les sciences au pluriel et tout ce qui va avec dans le sens de développer leur pays. Chez nous, on nous donne ce TikTok qui a un caractère, comment dire, il y a de l'addiction là-dedans et les gens passent des heures et des heures et des heures en train de se divertir et sans se soucier sur leur développement intellectuel, leur développement spirituel même. Évidemment, il y a certaines choses qui se font à ces niveaux-là, mais ce que je veux dire ici, c'est que il y a trop de divertissement, il y a trop de politique. Vous savez, la politique, elle nous distrait, la politique politicienne, elle nous distrait, elle nous divise et elle nous détruit. Lorsque nous parlons politique de manière politicienne, c'est pour dire, ah, moi je suis pour celui-ci, je suis contre cela, et les gens se chamaillent. Ça, je crois que j'ai dit ça plusieurs fois dans mes émissions, je ne veux plus tellement revenir, mais je pense que c'est important de mentionner. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? La politique, évidemment, elle est très, très importante parce que c'est la gestion de la cité. La politique qui est bonne et qui mérite qu'on investisse un peu d'attention, de ressources et d'énergie là-dedans, ce que moi j'appelle la politique civilisatrice. Ça veut dire une politique qui vraiment est concentrée sur la gestion de la cité. On ne passe pas simplement du temps à défendre tel ou tel politicien, mais on est en train de discuter sur des idéologies politiques, des concepts politiques, de démontrer les défaillances de ceci ou les réalisations de ceux-là. Tout ça dans un cadre qui nous permet de pouvoir échanger de manière fructueuse, où nous pouvons apprendre quelque chose
nous pouvons gagner quelque chose en termes de connaissances, en termes d'éclaircissement philosophique, idéologique et autres. Alors, si nous voulons revenir sur la civilisation, si nous voulons construire une nouvelle civilisation, eh bien, nous devons nous intéresser à la politique parce que c'est celle-là qui va nous aider à être clairs sur ce que nous voulons. Comment est-ce que nous rebâtissons une nouvelle civilisation africaine? Parce que nous voulons que l'homme noir puisse rayonner sur la scène internationale. Comment est-ce que cela est possible? Aujourd'hui, un Africain, l'Afrique tout entière sur la scène internationale, ça ne vaut presque rien. On en parle lorsqu'il faut probablement avoir on veut faire une certaine représentation mondiale, mais dans les affaires très sérieuses, l'Afrique n'est presque pas là. En termes économiques, l'Afrique ne représente presque rien. Alors, comment nous changeons ça? Comment est-ce que nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, comme cette émission que vous suivrez, que vous êtes en train de suivre, je suis sûr, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou Facebook, ou peut-être c'est quelqu'un qui a partagé la vidéo avec vous sur WhatsApp. Comment est-ce que nous faisons pour utiliser cette technologie pour nous aider à évoluer plutôt que nous distraire et nous faire reculer pendant que les autres avancent? Alors, quand je dis civilisation africaine, la grande question, je crois, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'y met, comment on construit une nouvelle civilisation lorsque je parle de civilisation 2.0. Vous savez que, d'abord, c'est quoi une civilisation? Une civilisation, c'est un ensemble de systèmes qui est développé par une population pour bâtir des infrastructures, pour bâtir un système d'éducation, de travail, de production et tout ce qui va avec, afin de créer une vie meilleure. La civilisation humaine a commencé premièrement par ce qu'on appelle la sédentarisation, c'est-à-dire que à un certain moment au niveau de l'histoire, vous savez que dans l'histoire ancienne de l'humanité, les gens n'étaient pas sédentaires. Il y avait ce qu'on appelle le nomadisme. Les gens étaient des nomades. Ils restaient quelque part dans la brousse, là où il y a beaucoup de ressources. Et une fois ces ressources épuisées, ils doivent se déplacer pour aller trouver autre part où ils auront plus de ressources. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'il y a eu cette migration des gens qui ont quitté de l'Afrique jusque vers l'Europe, en passant par le Moyen-Orient, l'Asie et les Amériques et tout. Alors donc, ce que ça veut dire cette sédentarisation, c'est-à-dire que nous devons apprendre à nous établir quelque part. Et là, je parle un langage imagé maintenant. Au-delà de la sédentarisation physique, tout commence par la pensée, la réflexion, la philosophie. Je n'aime pas trop utiliser le terme philosophie parce que pour certaines personnes, surtout ceux qui sont dans les milieux des religions, quand vous parlez philosophie, ils disent, ben, ce monsieur, il vient nous parler de la philosophie. Il y a une certaine image de la philosophie qui a été diminuée parce qu'on oppose toujours la philosophie par rapport à la parole de Dieu. Mais la philosophie, c'est simplement une certaine manière de penser. Et tout est philosophique en soi, même le spirituel, parce que le spirituel est connecté au rationnel. Et quand vous allez sur le rationnel, vous avez de la philosophie. Je ferme cette parenthèse pour revenir et pour dire que la sédentarité au niveau philosophique, ça veut dire que nous devons savoir où nous nous établissons en termes idéologiques. Les gens, vous savez, chacun d'entre nous a peut-être des expériences différentes. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont encore en train d'aller ça et là. Regardez nos politiciens. Aujourd'hui, lorsque vous analysez ce que les politiciens font, surtout dans le cas d'un pays comme le Congo, vous avez des nomades politiques. Ils sont partout. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est avec cette dynamique, c'est parce que c'est là où il pense qu'il y a la possibilité pour lui d'avoir un poste. Et même si il est peut-être de gauche, parce que chez nous, la gauche, la droite, en Afrique, ce n'est pas vraiment
la même chose qu'en Occident, où vous avez des gens qui sont soit socialistes, soit de la droite, soit des démocrates ou des républicains, et il y en a très peu qui bougent. Hein. Ça s'est fait parfois, mais très, très peu. Donc, les gens ont des idéologies quand même assez claires et ils veulent défendre ces idéologies parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon de gérer la société et d'améliorer, de développer en fait, les besoins de la société. Et ils restent sur ce plan-là. Donc, vous ne verrez pas, en général, vous ne verrez pas un socialiste qui va aller dans un gouvernement de droite ou quelqu'un qui est à droite pour aller dans un gouvernement de gauche. Mais chez nous, au Congo, on vous dit la politique est dynamique parce que, évidemment, ce n'est pas les idéologies qui comptent. Ce qui compte, c'est d'essayer de trouver un poste. Et donc, aujourd'hui, on peut être avec celui-ci, demain avec celui-là, et après-demain, on revient sur celui-là qu'on a laissé, qu'on a même critiqué, parce que, évidemment, hein, il y a maintenant une nouvelle dynamique qui fait que si on se colle à cette personne, on peut avoir un poste politique. Voilà, donc cette sédentarisation doit se manifester non seulement au niveau philosophique, mais aussi au niveau politique. Nos politiciens doivent avoir une certaine idéologie qu'ils défendent, mordicus, bec et ongle, et il n'est pas question de quitter cette idéologie parce que de l'autre côté, il y a le pouvoir a changé de camp, et lorsque le pouvoir change de camp, la personne aussi change d'idéologie. Voilà, je vais prendre une petite pause et après, on se retrouve pour évoluer sur comment le développement de cette nouvelle civilisation africaine 2.0 peut se manifester et comment vous qui me suivez, une personne ordinaire qui n'est pas politicien, la plupart d'entre vous peut-être ne le sont pas, comment vous pouvez contribuer à cette renaissance de l'Afrique à partir de votre pays, à partir de votre communauté, à partir de votre réseau, partout où vous vous trouvez, vous avez un rôle à jouer et nous avons une proposition à faire pour contribuer à créer une dynamique de cette nouvelle civilisation. Je vous retrouve juste après. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais qu'il y a une nécessité pour nous, Africains, de nous prendre en charge en tant que peuple et de savoir comment nous pouvons attaquer les défis qui se posent dans nos sociétés. Et nous ne pouvons pas simplement nous fier aux politiciens parce que pour la plupart, c'est des personnes qui ont non seulement failli, mais qui vont continuer à faillir, qui vont continuer de nous décevoir. Il est donc important pour nous, les peuples, la société civile, les personnes ordinaires, qui comprennent la responsabilité de faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas aller dans le fatalisme. Certains d'entre nous pensent que, bon, voilà, nos pays, avec tout ce que les politiciens font, c'est presque perdu, on ne saura pas s'en sortir, on ne peut rien faire. Mais non, non. Là, vous êtes en train de vous dépouiller du pouvoir que vous avez en tant que citoyen, de pouvoir contribuer à la construction de votre pays, de votre communauté. Et il suffit tout simplement de prendre conscience et de travailler avec ceux-là qui sont en train d'essayer d'insuffler une nouvelle dynamique et de voir quel rôle vous pouvez jouer. Si nous parlons d'une nouvelle civilisation, ça commence par une sédentarisation spirituelle, philosophique, politique, idéologique. Tout ça, c'est pour vous dire que vous devez être assis quelque part, au lieu de faire du vagabondage philosophique. Aujourd'hui, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous voulez.
vous avez un système de pensée et de valeurs qui vous gouverne et vous vous installez dans ça. Évidemment, peut toujours y avoir des changements, mais lorsque vous êtes assis dans un système qui vous donne cette stabilité de manière de penser, vous pouvez donc envisager maintenant construire, bâtir une vie autour de cette idéologie de vie, si vous voulez, de cette vision de vie, excusez-moi, de cette foi. Ici, on parle même de la foi parce que tout ça, c'est un peu connecté parce qu'un homme, c'est le spirituel d'abord. Avec le spirituel, il y a la foi. Après le spirituel, il y a le rationnel. Et avec ça, il y a une vision. Après, il y a le travail. Et si vous travaillez pour une vision quelconque, vous avez un plan, vous avez des stratégies, vous avez des tactiques, comment évoluer. Si vous mettez tout ça en ordre, vous avez beaucoup plus de chances de réussir dans votre vie. Et donc, ce que nous sommes en train de vouloir proposer dans cette émission, et nous sommes en train d'établir un système qui va permettre que nous puissions échanger régulièrement sur les questions fondamentales liées au développement d'une nouvelle civilisation africaine qui va non seulement commencer au niveau de l'Afrique, du continent, mais aussi avec l'appui et l'intervention de la diaspora africaine pour bâtir un nouveau continent, pour bâtir une nouvelle nation pour chacun d'entre nous. Je sais que je parle beaucoup plus aux Congolais parce que la plupart de ceux qui sont abonnés à ma chaîne viennent du Congo, mais ça ne se limite pas au Congo. Je reviens sur le Congo parce que, comme j'ai dit avant, peut-être que vous m'avez pris pendant l'émission, j'ai dit que cette nouvelle civilisation, la civilisation africaine 2.0, commencera par le Congo. Le Congo a tous les atouts et ce n'est pas un hasard si Dieu a donné toutes les ressources naturelles au Congo, c'est parce qu'il y a un destin qui est connecté à cela. Et vous savez, dans le destin, il y a la part du Créateur et il y a la part de la personne, de la communauté, du pays. Donc, nous, en tant qu'hommes et femmes, nous avons notre part pour notre destin et il y a une partie qui est réservée au Créateur, à laquelle nous ne pouvons pas échapper. J'avais d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Focus on Destiny, qui est disponible sur Amazon. Si vous tapez Focus on Destiny by Clyde Sherradi, c'est un livre en anglais. Je suis en train de travailler pour les publier en français aussi. Je crois que j'ai un exemplaire, vous le verrez, ça s'appelle Focus on Destiny. Si vous lisez ou vous parlez anglais, vous pouvez déjà vous en approprier. Ça vous donne un ensemble d'idées. C'est basé sur 12 principes qui vous permettent non seulement de comprendre votre destin, mais de s'y mettre pour le réaliser, parce que vous avez une partie que vous devez faire, je dirais en collaboration avec votre Créateur, selon la foi que vous avez. Nous avons ce destin-là que nous devons l'accomplir. Et ce destin n'est pas limité à la personne individuelle. Tout destin d'un homme, d'une femme est lié à la société dans laquelle cette personne est née, cette personne a vécu et grandi, et cette personne vit. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis né dans une ville de l'Est du Congo qui s'appelle Kindu. Après, je suis allé à Kinshasa. Ça fait partie. Kinshasa, c'est la capitale du Congo pour ceux qui ne sont pas congolais ou qui ne connaissent pas la géographie très bien, mais j'en doute. Et puis, après, j'ai quitté le Congo pour l'Australie où j'ai vécu depuis 1999. Donc, j'ai eu une responsabilité sur tous ces 3 niveaux de la géographie que j'ai occupée et que je continue d'occuper. Donc, la responsabilité au niveau de l'Australie où je suis, c'est ma seconde patrie, si vous voulez. La responsabilité au niveau du Congo, c'est ma première patrie. Et la responsabilité même au niveau de ma ville et ma communauté natale, où je pense qu'il y a des choses que je dois faire. Alors, nous sommes tous liés
dans notre destin à la géographie que nous avons occupée et que nous occupons. Alors, pour aller maintenant au-delà, et ça, c'est le 4e niveau, c'est le continent. Moi, j'ai parlé de l'Australie pour mon cas, du Congo comme pays et de Kindu comme ville natale. Mais il y a aussi le continent africain parce que je pense que nous devons plus nous focaliser sur le destin de l'Afrique tout entière. L'Afrique ne peut évoluer que si elle devient beaucoup plus unie parce que nous sommes tellement tombés très bas, nous n'avons plus assez de force pour peser à l'international. La seule chose qui nous permettra de peser, c'est celle de l'unité. Et cette image-là, nous devons aussi l'appliquer dans nos vies parce que vous ne pouvez pas réussir seul. Vous avez besoin d'un réseau. Vous avez besoin d'un ensemble de personnes. On appelle ça aussi social capital social, pas capital social dans les centres commerciaux du terme, c'est-à-dire le capital qu'on investit pour créer une entreprise, mais capital social entendu comme l'ensemble des personnes que vous connaissez et qui peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre lorsque vous avez besoin de ces personnes-là. Et donc, comme on dit, ce n'est pas, en fait, je vais dire ça en anglais, on dit, it's not what you know, it's who you know. Ça veut dire que vous pouvez être très intelligent, vous pouvez avoir des connaissances extraordinaires, mais pour réussir dans la vie, c'est plus les personnes que vous connaissez que ce que vous connaissez vous-même. Donc, quand vous vous entourez des gens qui ont une certaine influence, un certain niveau de réflexion, ces gens peuvent vous permettre de réussir. Alors, au lieu de passer des heures et des heures sur Internet en train de vous divertir, qu'est-ce que vous faites pour construire ces réseaux-là? Parce qu'un réseau, ça s'est construit, ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel, ça s'est construit. Et donc, il faut prendre cette responsabilité. Alors, c'est dans cet aspect des choses où je reviens sur la nécessité de la sédentarité qui nous permet donc de nous établir en termes de nos pensées, en termes de nos croyances, en termes de notre foi, de notre vision, pour faire évoluer les choses qui sont importantes pour nous et qui nous permettent aussi de contribuer à nos communautés. Et nous, ici, dans cette émission, nous sommes en train d'établir ces réseaux-là. Et nous voudrions vous inviter, si vous suivez cette émission et que ça vous intéresse, parce que je pense que ça devrait vous intéresser, toute personne qui a l'Afrique ou votre pays dans votre cœur, vous devez vous interroger sur ce que vous pouvez faire pour le pays. Comme disait Kennedy, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Donc, il ne faut pas vous demander ce que le pays va faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Parce que souvent, nous, on attend, et c'est vrai que parfois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on est né dans tel ou tel pays? Je vois des amis, des gens sur Internet qui se disent, le Congo, je ne sais pas pourquoi je suis né au Congo. Ils vont même vendre ces pays, tout ça parce qu'ils sont déçus du fait que le système politique qui est en place et qui règne depuis une cinquantaine d'années, malheureusement, n'a pas permis d'installer un système qui permettent aux gens de se développer. Le pays est géré par des prédateurs, par des rapaces, des gens corrompus et la plupart du temps incompétents, mais qui savent jouer les jeux politiques et qui ont le pouvoir et ils volent de l'argent, ils s'occupent d'eux-mêmes, de leurs amis, de leur famille. Et du coup, vous avez des millions et des millions de gens qui sont délaissés et qui ne savent pas où aller, même si nous avons des ressources presque interminables. Et c'est le cas de toute l'Afrique. Le continent africain est le continent le plus riche. Si vous mettez l'ensemble des richesses naturelles du continent, c'est énorme. Mais la plupart d'Africains vivent dans la pauvreté avec moins de 2 dollars par jour et ça, c'est inacceptable. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, il faut donner un rêve aux jeunes Africains parce qu'avec le vieux, c'est très difficile de changer les choses. On dit en anglais, you can't teach an old dog a new trick. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Vous allez m'excuser parce que je suis plongé dans l'univers anglophone, mais vous comprenez que pour nous qui voudrions être à mesure d'insuffler
de contribuer à insuffler en fait, un dynamisme particulier pour la renaissance, le redécollage économique, social et culturel de l'Afrique, nous devons nous focaliser sur qu'est-ce que nous faisons pour les jeunes. Parce que les jeunes ont de l'énergie, ils ont de l'avenir et ils peuvent rêver. Les vieux ne rêvent plus parce que, vous savez, hein, ils ont rêvé pendant longtemps, peut-être que ça ne s'est pas réalisé et ils ne rêvent pas plus. Et on voit l'âge et tout, mais les jeunes peuvent rêver et dans ces rêves, il y a une énergie qui pousse. Et donc, nous voulons instaurer un réseau de jeunes que nous allons appeler les cercles de bâtisseurs. Parce que lorsque nous parlons de civilisation, il s'agit fondamentalement de bâtir quelque chose de nouveau. L'Afrique a besoin que ses fils et ses filles puissent bâtir une nouvelle civilisation. Nous devons d'abord commencer par nous débarrasser de toutes ces choses que les impérialistes, les colonisateurs, les néo-impérialistes nous ont infligées, parce qu'il y a évidemment des traumatismes, il y a des situations qui demandent qu'on s'en occupe pour laver un peu nos cerveaux et aller dans nos cultures pour trouver les valeurs que nous pouvons utiliser afin de redécoller. Il s'agira de manier un peu, parce que c'est pas facile, hein, vous savez, nous avons été, nous continuons d'être aliénés par la civilisation occidentale, parce qu'elle n'est pas la nôtre. Bien que, évidemment, elle est attrayante, elle est attractive, si vous voulez, parce que vous avez la technologie, vous avez le développement, vous avez tout ce qui a comme science et technologie et tout. Vous avez les rêves qui nous est vendu par Hollywood. Tout cet ensemble de choses qui nous attirent, mais qui ne nous donnent pas grand-chose en termes fondamentaux. Essentiellement, l'âme africaine, c'est pas dans le truc des Occidentaux. Mais il faut aussi savoir, évidemment, que toute culture, quelque part, s'enrichit lorsqu'elle s'ouvre à d'autres cultures. Mais il faut que nous soyons d'abord nous-mêmes confiants et confidents, hein, je vais dire. Non, confiance, c'est le mot parfois. Vous savez, en anglais, confiance c'est confident. Et parfois, ça pose problème. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Et ça se travaille. Ça ne vient pas par soi. C'est pourquoi il y a toujours ces complexes de Mundele. Lorsque les Noirs sont devant les Mindele, parce qu'ils ont dans leur conscience, ils ont absorbé tellement d'informations sur le blanc qui apparaît quelque chose de supérieur, qui apparaît quelque chose de mieux, de meilleur. Et du coup, ça crée ce complexe d'infériorité envers le blanc. Donc, si nous retravaillons notre système de pensée et nous puisons dans nos cultures ce qui est bon, parce qu'il faut aussi se dire que c'est pas tout ce qui se trouve dans nos traditions et cultures qui est bon. Le monde a changé, le monde a évolué. Nous devons être à mesure de nous adapter pour être à mesure de remonter. Vous savez, dans les années 70, Mobutu parlait du recours à l'authenticité. C'est un concept qui est très bon, sauf que il n'a pas été très clair sur nous recourons à l'authenticité pour quelles raisons. Ça, c'est mon opinion à ça. Le recours à l'authenticité, c'est une bonne chose. Ça a encouragé les gens de donner de la valeur à nos cultures, à nos traditions, à tout ce qui fait de nous des Africains et que nous puissions être fiers de ça plutôt que d'adopter tout ce qui est blanc et finalement de nous aliéner. Mais malheureusement, Mobutu avait pratiquement détourné ce concept philosophique qui est très bon pour asseoir son pouvoir. Et donc, il n'a pas voulu, en fait, il n'a pas, peut-être il n'a pas voulu ou il n'a pas su, ou je ne sais pas, le concept a été détourné pour des fins politiques. Et si simplement on pouvait dire on recourt à notre authenticité,
pour mieux embrasser la modernité, là, ça a quand même un sens. Parce que ça ne sert à rien de recourir à des valeurs, en fait, à des traditions qui peuvent être dépassées, et si on ne sait pas les adapter, et les adapter pour la modernité, parce que c'est l'avenir qui compte. On va dans le passé pour s'imprégner de certaines choses qui nous aident à mieux comprendre le présent et mieux embrasser l'avenir. Et ça n'a pas été très bien expliqué du temps de Mobutu pour les Aïrois de l'époque, nous qui étions très jeunes et chantaient recours à l'authenticité et tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons besoin de recourir à nos valeurs traditionnelles, mais de les adapter pour un monde contemporain, pour une modernité qui demande que nous puissions aussi intégrer certaines choses qui viennent de l'extérieur, mais les intégrer avec une certaine forme d'équilibre et de savoir qu'est-ce que nous voulons et où est-ce que nous voulons aller, avec quelles valeurs, avec quelle vision, et ça, c'est important. Donc, il faut aider les jeunes Africains pour qu'ils puissent s'imprégner de cette philosophie et leur donner ces rêves d'une nouvelle civilisation. Les rêves africains devraient être celui de renaître le continent africain, en fait, de redécoller notre continent sur base de nos valeurs, mais en embrassant une modernité avec la science, la technologie, mais qui est définie à partir de notre vision du monde et comment nous voulons nous placer dans cet échiquier international. Pour être pratique, si par exemple, ceci vous intéresse, vous voulez faire partie de ces réseaux de bâtisseurs parce que vous avez quelque chose que vous voulez non seulement développer en vous pour vous permettre d'accomplir votre propre destin, mais en même temps aussi contribuer au développement de votre société, que vous soyez sur le continent ou que vous soyez à l'extérieur, dans la diaspora. Je pense que nous pouvons travailler ensemble. Nous, dans notre émission, nous ne voulons pas tout simplement, comme fait beaucoup de monde, parler politique chaque jour. Tshisekedi a fait ceci, Kagame a fait cela, dans le contexte de la politique interne du Congo. Fayulu a fait ceci, les évêques ont fait cela. Il y a tout un ensemble de choses où on injurie des gens, on se divise dans des critiques et des insultes et des discussions stériles, et on ne se pose pas des questions qu'il faut, des questions en termes de qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire dans son cercle d'influence pour contribuer à améliorer notre société, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au pays. C'est ça la question fondamentale. Parce que si vous passez tout le temps en train de blâmer telle ou telle personne, parfois c'est bon, il faut parfois évidemment éclairer les gens. C'est là où vous trouvez des analystes de l'actualité qui veulent éclairer la lanterne de certaines personnes, de leur audience. Quelque part, on comprend. Mais si ça ne s'arrête que à critiquer ou applaudir, parce qu'on voit par exemple, et ça je l'ai dit plusieurs fois, il y a des analystes qui tout le temps restent négatifs ou critiques envers le régime en place. Il y a d'autres qui tout le temps restent positifs, qui soutiennent le régime en place. De temps en temps, ils peuvent dire certaines choses parce qu'ils voient qu'il y a quand même certaines choses qui ne marchent pas, mais on reste un peu borné dans nos analyses, comme si, après avoir expliqué les enjeux, c'est tout, les choses vont marcher. Mais non, les politiciens, eux, ils sont en train de faire des choses qui soit reculent nos pays ou les avancent. Alors, lorsqu'il y a des signes, évidemment, que la plupart de ce qui est fait nous recule plutôt que nous avance sur ce chemin du développement,
il faut alors se demander à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on va aussi dans la politique, on essaie de changer les choses. C'est possible, même si c'est pas facile, parce que l'environnement politique, la plupart des gens de la diaspora qui sont rentrés au pays, malheureusement, oulala, ils se sont révélés être des prédateurs aussi. Ils critiquaient peut-être parce que, bon, ils voulaient se faire remarquer. On voit beaucoup sur Internet aujourd'hui qui sont dans cet aspect des choses, surtout que YouTube paye. Et donc, quand vous critiquez, vous avez, vous créez votre audience et parfois, évidemment, dans cette bulle, euh, vous avez des gens qui vous soutiennent, vous avez des views, comment est-ce qu'on appelle view en français, des vues, et ça vous paye quelque part, ou simplement vous voulez vous faire remarquer. Mais après, est-ce que vous ne pouvez pas utiliser cette influence pour éventuellement susciter un mouvement en termes d'action qui peut aider à la transformation de la société dans des divers domaines? Voilà. Et ceux-là qui vous suivent, est-ce qu'ils ne sont pas peut-être prêts à travailler avec vous parce que vous pouvez être à mesure de proposer quelque chose qui les intéresse? Donc, ceci, avant de finir, parce que nous allons faire bientôt toute une heure, cette émission qui commence cette série des civilisations africaines 2.0, c'est-à-dire une nouvelle euh, civilisation africaine qui nous appelle et qui a besoin de nous parce qu'elle dépendra de nous, Africains. Et aussi longtemps que nous voulons que les choses changent, nous avons une responsabilité de contribuer à ce changement et cela va au-delà des paroles, au-delà des critiques, au-delà des observations, au-delà de commentaires en ligne, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que, bon, voilà, il suffit de faire des commentaires en ligne, que la situation va changer. Mais non, vous avez de la connaissance, monsieur, madame, vous avez certaines ressources, vous avez des connexions, vous avez de l'intelligence, vous avez de l'énergie. Tout ça, ce sont des formes de capitaux divers que vous pouvez réunir pour soit soutenir quelque chose qui existe déjà, soit commencer par vous-même quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous êtes, par exemple, un médecin et vous voyez que le système de santé chez nous n'est pas bon, bon, c'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous travaillez, par exemple, à Paris comme médecin, vous pouvez aider dans le domaine de la santé en travaillant avec vos collègues ou d'autres personnes qui sont intéressées sur le plan de la santé pour voir, par exemple, même initier des projets où vous pouvez prendre certaines personnes au niveau de la France qui peuvent aller au Congo pendant les vacances pour peut-être soigner des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se faire payer des soins médicaux. Ça peut aussi être une certaine forme d'éducation sur la santé avec des campagnes de communautés. Voilà, il y a plein de choses. Quand on veut faire quelque chose, on peut. Et nous sommes en train d'appeler tous les Africains, tous les Congolais à réaliser qu'il est temps que nous puissions plus nous impliquer parce que notre pays, nous allons le perdre même si nous ne nous impliquons pas suffisamment, si nous continuons de laisser aux politiciens la tâche de gérer la société. Ils la gèrent très mal. Ils sont même en train de faire des très grandes bêtises qui risquent de nous faire perdre ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre patrie. Et il est important que nous puissions prendre des actions diverses. C'est ça ce qui est dans ce que j'appelle la mission Cléo, conscience, leadership, entrepreneuriat et organisation. Si vous voulez vous impliquer dans ces projets où vous pouvez travailler avec nous d'une certaine manière, que ce soit au niveau de la diaspora ou au niveau du pays, surtout les jeunes, on en a besoin. Contactez-nous. Vous avez
les numéros qui apparaissent sur l'écran. N'appelez pas, mais envoyez un message. Il y a un écart, un décalage d'heure d'environ 8 à 9 heures entre l'Australie et le reste du monde. Hein. Peut-être la différence de l'Indonésie qui est à côté, la Nouvelle-Zélande, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, c'est même pire, c'est pratiquement toute une journée d'avance. Donc, n'appelez pas. Si vous êtes intéressé à ce que nous sommes en train de communiquer et que vous voudriez quelque part contribuer, écrivez-nous sur WhatsApp, nous allons vous répondre et puis nous allons communiquer pour voir ce que nous pouvons faire. À la fin, l'Afrique de demain s'est construit aujourd'hui. Le Congo de demain s'est construit aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement aux politiciens de construire l'Afrique ou de construire le Congo, c'est à tous ceux-là qui ont une certaine volonté de pouvoir changer les choses et qui ont de l'énergie, de la créativité, de l'innovation et qui veulent non seulement réaliser leur propre destin en se développant autour des projets concrets, mais aussi contribuer au développement de la société en travaillant avec d'autres personnes qui ont la même vision des choses et qui s'intéressent sur un plan, parce qu'il y a beaucoup, sur tout le plan, éducation, santé, leadership, économie, l'entrepreneuriat est là-dedans. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. J'ai une plateforme que je dirige en Australie pour ça, l'entrepreneuriat aussi bien commercial que social. Et je pense que nous devons l'économie, parce que c'est l'économie qui va faire la force d'un pays. Lorsque nous parlons de civilisation, la première des choses, c'est d'abord, après avoir s'installé quelque part géographiquement parlant, ben, on essaie de développer l'agriculture parce qu'on a besoin de manger. Et ça, c'est l'économie qui commence. Déjà, on développe des infrastructures et une certaine créativité autour de ce qu'il faut faire, comment gérer les récoltes, comment faire du stockage des récoltes, et tout ça. Et là, la technologie s'invite, et donc tout un ensemble de choses. Et tout ça, ça se développe dans une certaine forme de coopération et de collaboration. Et nous, Africains, nous en avons amplement besoin. Nous devons collaborer, nous devons travailler ensemble parce que c'est dans l'unité, dans la collaboration, dans le partenariat que nous allons trouver la force, étant donné que nous avons été très divisés par les colonisateurs qui ont voulu faire ces choses-là de manière consciente parce qu'ils voulaient nous affaiblir pour mieux nous exploiter. Voilà, je m'arrête ici pour cette première édition de Civilisation africaine 2.0 et je vous reviens prochainement avec un autre sujet, toujours dans le même sens. Aujourd'hui, nous avons parlé de la sédentarité. J'espère que vous avez compris. Et prochainement, nous allons parler des infrastructures. Quand on parle infrastructure, ça commence d'abord au niveau du mental, de la pensée, avant d'aller dans les structures physiques et géographiques que nous voyons dans les civilisations diverses dans l'histoire de l'humanité. Donc, suivez-nous, abonnez-vous, n'oubliez pas, partagez cette vidéo et nous vous retrouvons prochainement pour cette nouvelle édition. Voilà, c'est bien votre serviteur Clyde Salomon Charadi. Merci du temps que vous avez consacré à suivre cette vidéo. Voilà.